Emna Belhadji Yahia, dans votre livre, quelque part, vous attirez notre attention. Vous disiez tout à l'heure sur les dangers aussi qui guettent la Tunisie. Mais peut-être d'abord un mot sur ces contradictions que vous soulevez dans votre livre, contradictions entre un désir de modernité, de démocratie justement, qui se traduit dans les urnes, en tous les cas au niveau institutionnel, mais aussi parfois des crispations, des replis contre l'école par exemple, contre le progrès social. Comment est-ce que vous expliquez ces contradictions ? Oui, en fait, la révolution tunisienne, ce qui s'est passé donc en 2011, en janvier 2011, c'est quelque chose qui était absolument imprévu, imprévisible, qui ressemble à un miracle. C'est vraiment un grand mouvement qui a secoué la société et qui a fait tomber le pouvoir dictatorial. Ça, c'est un élément, c'est un moment dans l'histoire d'un pays. Mais ce qu'on a vu par la suite, et qui a beaucoup étonné, qui a surpris, des contradictions, des choses étranges. Tout ça vient de ce qui a précédé. C'était le janvier 2011. Les Tunisiens ne sont pas nés en janvier 2011. La société tunisienne avait subi un certain nombre de choses, des traumatismes qui ont duré pendant des décennies. Depuis l'indépendance, avant l'indépendance, il s'en est passé des choses. Et ces choses-là, nous les avons vécues malgré nous et peut-être aussi un peu à cause de nous. Enfin, on va dire, nous avons vécu dans le silence. Non, je ne parle pas de la justice transitionnelle. Je parle d'autre chose. En fait, ce qui s'est passé, le vécu du Tunisien pendant des décennies, on a intérêt en fait à le regarder de près, à le connaître, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en janvier 2011, ce qu'a apporté cette immense secousse, cette ouverture, et ce qu'elle ne peut pas apporter, et qu'il s'agit de construire. Mais on ne peut pas construire sans déconstruire, sans voir clair. On ne peut pas avancer dans l'avenir sans connaître ce passé. Sans connaître ce passé, sans voir les points faibles, les nœuds. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? On est une société qui ne se connaît pas. Et je pense que c'est fondamental. Vous dites c'est une chose qui se produit rarement dans la vie des collectivités, le moment où l'on voit l'histoire s'arrêter et hésiter. On en est encore dans ce moment-là, vous le dites? Ah oui, on est dans ce moment-là. Enfin, moi, quand je dis ça dans le livre, je parle juste de l'après 11 janvier. Oui, justement, est-ce que... et on en est encore là, c'est-à-dire que l'histoire, c'est quelque chose, de toute façon, d'assez lent. Hein, c'est pas dans un claquement de doigts comme ça. Mais d'ailleurs, vous avez le mérite de dire attention, parce que c'est vrai que ne pas nous endormir sur nos lauriers, en fait. C'est pas parce qu'on vote librement qu'on avance forcément, en tous les cas, qu'il n'y a pas de choses à concrétiser. Je voudrais rebondir sur ça parce que c'est très intéressant, ce concept de ne pas se connaître. Quand la Tunisie a voté pour l'Assemblée constituante tunisienne pour écrire la Constitution, pourquoi tout le monde est allé voter? Pourquoi? Pour écrire un texte qui explique qui serons-nous. Et en fait, au bout de quelques mois, on s'est retrouvés à discuter, mais qui sommes-nous? Et pendant 3 années, le débat constitutionnel n'a pas été d'écrire une vision d'avenir ou une stratégie d'avenir ou où est-ce qu'on voudrait se voir dans 100 ans, mais c'était d'écrire, mais qui sommes-nous? La question, est-ce qu'on était tous musulmans? Est-ce qu'on ne l'était pas? Est-ce qu'on était conservateurs? Est-ce qu'on était libéraux? Qu'est-ce qu'on était? Et ça s'est senti, ça s'est vu dans chaque article de la Constitution. Alors, c'est une question qui est quasiment impossible à poser au Liban, par exemple. Qui sommes-nous? Chacun sait clairement qui il est, vous voulez dire, exactement. Je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de Libanais.